26 mars 1998. Les inspecteurs de la 2e division de police judiciaire viennent d'appréhender l'homme que tous les policiers parisiens recherchent depuis 2 jours. Ils l'amènent au fameux 36 quai des Orfèvres, le siège de la PJ. L'homme s'appelle Guy Georges, c'est lui, là, avec sa capuche verte que les policiers vont présenter au juge dans le cadre de l'enquête sur le tueur de l'Est parisien. On le soupçonne d'être l'auteur d'au moins 5 meurtres de femmes et d'une tentative. Ce jour-là, c'est une enquête de plus de 7 ans qui commence à s'éclairer d'un nouveau jour. Tout a commencé pas très loin de Montparnasse. Le 26 janvier 1991, Pascale Escarfaille rentre chez elle, rue de Lambre, un peu avant minuit. Pascale a 24 ans. C'est une étudiante tranquille. Elle vient d'obtenir sa maîtrise de lettres. Impossible de rentrer sans le code. L'homme l'a-t-il abordée un peu avant dans la rue? S'est-il précipité sur elle au moment où elle composait les 4 chiffres? À partir de là, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Un voisin a bien entendu de vagues cris, pas de certitude. 4 étages, sans ascenseur, au bout de l'escalier, derrière la porte de l'appartement, Pascale est attachée, violée et tuée. Mort d'une jolie jeune femme. Meurtre en plein Paris, des objets volés, une enquête difficile mais classique. À la même époque, un certain Guy Georges se présente dans cet hôtel du 9e arrondissement. Il est en permission de sortie. Il purge à Caen une peine de 10 ans pour viol. Il devrait avoir réintégré la centrale. L'hôtelier s'en fait un ami et essaie de le raisonner. La police cherche le fugitif. Le commissaire Lemoulic vient avec un inspecteur et me dit voilà, on cherche telle et telle personne. Et je lui dis écoutez, il était chez moi hier, et il doit revenir prendre ses bagages. Alors il m'a dit vous savez, c'est comme le chasseur au coin du bois, on l'aura, nous on attend, on n'est pas pressé. Guy Georges va se rendre. Personne, ni la police, ni la justice, ne lui demandera ce qu'il a fait de sa cavale. Pendant ce temps, les enquêteurs comptent sur la police scientifique pour élucider la mort de Pascale Escarfaille. On va rechercher l'ADN du meurtrier. Facile, normalement. Des prélèvements ont été faits sur la morte. Problème de manipulation, ils sont inexploitables. Au laboratoire, la qualité des prélèvements, c'est le b.a.-ba. Comme toutes les techniques, aussi performantes puissent-elles être, il y a toujours un seuil de détection. Alors, le seuil il va dépendre d'une quantité. Alors les techniques qui sortent ou qui sont mises en place déjà depuis un certain temps dans les laboratoires de police baissent ce seuil limite de détection. Donc maintenant on arrive à travailler sur des quantités très petites. Mais il y a aussi la qualité de l'échantillon. 3 ans plus tard, une autre femme va être assassinée. Pas très loin de la gare de Lyon cette fois-ci. Le jeudi 6 janvier 1994, Cathy Rocher rentre d'une crémaillère dans le 15e. Elle va se garer dans son parking, avenue de Reuilly. Le lundi suivant, elle est retrouvée morte dans sa voiture. Elle n'a pas été tuée exactement comme la première, mais une fois encore, la victime est une magnifique jeune femme brune. Le sac de Cathy a été fouillé. Les jours suivants, les enquêteurs tournent dans le quartier. Les policiers savent que l'assassin a volé la carte bleue de Cathy. Elle a servi 3 fois à tirer du liquide. À 3 ans d'intervalle, rien ne permet de rapprocher les 2 crimes. La PJ est loin du tueur en série. 10 mois plus tard, cette même année 1994, Elsa Benadi, 27 ans, a passé la soirée du 8 au 9 novembre avec son amie. Elle est rentrée chez elle, elle a garé sa voiture au parking. C'est son frère qui la retrouvera morte le lendemain. Dans la berline d'Elsa, une tache de sang intriguera les enquêteurs. Peut-être ce sang appartient-il au meurtrier, pas à la victime, une très jolie jeune femme de 27 ans. Sa famille est sous le choc. Bon, elle a dîné avec des amis, elle est rentrée et elle n'est pas rentrée en fait. Elle n'est pas arrivée jusqu'à la maison et c'est son frère qui l'a trouvée dans la voiture. Voilà. Bon, donc ça c'était des moments très difficiles et c'est pour ça aussi que je voulais protéger mon fils. Enfin vraiment, il a vu des images qu'il ne pourra pas oublier, avec lesquelles il va être obligé de vivre. Je veux qu'il vive le moins mal possible avec ça. Parce que les journalistes ont eu une photo d'Elsa, je ne sais pas comment, et ils l'ont diffusée, alors que j'avais demandé à un journaliste qui nous avait appelé de ne pas le faire. Et aucun respect, vraiment, là ça nous a fait mal, au contraire, c'est vraiment pas une thérapie, parce que ça fait mal de voir que non seulement on demande qu'il n'y ait pas une photo de notre fille, mais il y a la photo qui est diffusée, et en plus le nom est écorché. L'enquête rapproche la première et la 3e victime. Elles ont fréquenté le même lycée, le lycée Montaigne. Des anciens élèves sont interrogés, vaine recherche. Pour l'avocat des Benadi aussi, il s'agit peut-être déjà du même tueur. Imaginons, c'est le même gars, allez hop, c'est lui. Bon, forcément, à chaque fois il laissera quelque chose qui fera qu'un jour ou l'autre on finira par arriver
à le recouper. Par contre, et donc à le coincer. Par contre, si ça n'est pas le même, et qu'on pense toujours que c'est le même, est-ce qu'on ne va pas exclure quelque chose? C'est une question qu'on pourrait se poser. 3 meurtres en 4 ans, le deuxième et le troisième dans des parkings. Pour les policiers, ces deux-là ont peut-être le même auteur. La géographie des meurtres va évoluer pour se rapprocher du quartier Bastille, un quartier qui bouge, un quartier cosmopolite, un endroit particulièrement surveillé par la police. Fin 94, c'est tout près de ce carrefour que va se nouer un nouveau drame. Ce 10 décembre 1994, faubourg Saint-Antoine, Agnès Nieschkamp, 23 ans, une architecte d'intérieur d'origine hollandaise, rentre chez elle pour se changer. Elle doit rejoindre des amis, un dîner dans un resto du coin. Agnès habite ce joli passage pavé, pas très bien éclairé. Ce soir-là, la lumière brille déjà chez le voisin du dessous. Où est le tueur? Dans la cour, déjà en haut de l'escalier, Agnès grimpe les 2 étages. Une 4e jolie femme va mourir derrière la porte de son appartement. À l'étage du dessous, on n'a rien entendu. La police est déjà débarquée pour nous interroger, savoir si on avait entendu quelque chose ou pas, qu'on n'avait rien entendu. En plus, il y avait une partie dans la cour de l'autre côté, donc on n'entendait rien. La façon de faire, cette fois-ci, se rapproche du premier assassinat, celui de 91. Là encore, des objets divers ont été dérobés. Que s'est-il réellement passé dans l'appartement d'Agnès? Où le tueur a-t-il attendu? Combien de temps est-il resté avec elle? Cette fois-ci, en violant, l'homme a laissé des traces très exploitables. Il s'agit d'isoler l'ADN du violeur pour le comparer avec celui des suspects que la police peut connaître. C'est un début d'indice. On va après. Donc s'il y a du sperme, nous allons faire des lames que nous allons regarder au microscope pour voir s'il y a vraiment des spermatozoïdes. Et donc après, on va pouvoir passer aux empreintes génétiques s'il y a des spermatozoïdes. On peut arriver à quelque chose de quasiment indiscutable. Vous savez que dans le milieu scientifique, la probabilité absolue n'existe pas. Donc nous, on parle toujours en probabilité, mais on arrive à quelque chose qui va vers l'indiscutable, qui s'en rapproche vraiment de très très près. Les enquêteurs possèdent désormais une identité génétique du tueur. Reste à mettre un nom sur cette empreinte ADN. Reste aussi à mettre un visage. C'est encore à la Bastille que la police va avancer dans son enquête 6 mois plus tard. L'enquête va prendre un nouveau tournant. Le 16 juin 1995, Elisabeth, 25 ans, psychothérapeute, rentre chez elle. Le code, le couloir, une première porte, une seconde, une petite cour pavée, une autre porte. Sa voisine l'entend monter, son chien grogne. Le tueur rejoint Elisabeth dans l'escalier, mais elle va en réchapper. Sa photo, on ne la verra jamais pour préserver sa sécurité. Le lendemain, Elisabeth raconte tout à sa voisine de palier. Comme elle nous a expliqué, en 2 enjambées, il était là avec le couteau au cou. Et je sais pas, il lui a dit comme ça, comme quoi il était en cavale et qu'il avait rien à perdre, donc il fallait qu'elle se taise et qu'elle rentre et tout. Moi je dis il était planqué là. Et ça, on ne me l'enlèvera pas de l'idée. Il était planqué là. Là, c'est l'autre cage d'escalier, en face, de l'autre côté de la cour. Bon, elle dit il a commencé, il lui a mis les mains dans le dos, il lui a attaché avec du Shutterton, hein. Il l'a bâillonné, puis il l'a fait descendre. Elisabeth habite un duplex, au premier l'entrée, en bas la chambre où elle est ligotée. Elle dit j'ai essayé de pas trop serrer, que quand il m'a serré, que ça y a un petit peu de mou. Puis elle dit quand on est arrivé en bas, il s'est aperçu que la lumière en haut n'était pas éteinte. Donc elle dit il est remonté. Et elle dit entre-temps, j'ai pu me libérer des liens. Elle dit je sais pas comment. Elle dit je me suis précipitée sur, à la fenêtre. Elle dit j'ai ouvert la fenêtre, poussé le volet et puis elle dit j'ai enjambé. Au départ, elle dit elle se voyait vraiment plus là. Elisabeth saute par la fenêtre, court à en perdre le souffle. Elle va se réfugier dans un café. Quelques secondes après elle, son agresseur s'enfuit à son tour, vu par un témoin. Mais l'étudiante en psychologie a fait parler son agresseur. Il a même fumé. Le tueur a fumé et la police a récupéré son mégot. Un mégot pour le labo, c'est une trace de salive. À partir du moment où vous avez quelque chose, un élément qui est de nature d'origine biologique, qui provient d'un individu, quoi que ce soit, on peut utiliser nos techniques dessus. On ne garantit pas que ça va marcher, mais on peut essayer. Alors ça va, votre imagination peut ne pas avoir de limite, donc on part du sang, du sperme, des cheveux, de la salive. La salive, gagnée, la salive sur le mégot, c'est le même ADN que chez Agnès Nieschkamp, la 4e victime. À l'identité judiciaire, Elisabeth va donc réaliser un portrait robot. Ici, il n'y a qu'une seule pièce où l'on fait ça, c'est le bureau 20. Elisabeth a eu le temps de dévisager son agresseur. Pour faire un portrait robot, ça se passe toujours pareil.
Donc elle rentre ici dans cette pièce, nous sommes seuls, enfin elle ainsi que moi, avec parfois un collègue qui est au courant de cette affaire. Et à partir de là, nous allons prendre des renseignements afin de pouvoir réaliser le portrait robot, quoi. Moi, dans ce cas-là, je commence par la coiffure ainsi que la forme du visage. Ce qui est, je pense, l'élément qui a été le plus retenu par la personne, quoi. Parce que ce qui est le plus délicat, évidemment, c'est le regard. Et ce qui fait 80% du portrait robot. Nous posons à chaque fois des questions sur la forme du visage, ovale, rond, triangulaire, carré, anguleux. Et c'est la personne qui décide à chaque fois. C'est elle qui réalise le portrait robot, ce n'est pas moi. Elisabeth et le témoin ont décrit un garçon à la peau sombre, cuivré comme un hindou, précisera la jeune femme. Elle ajoute que les cheveux devaient être crépus. L'autre personne dira un métis d'Africains et d'Européens. Voilà le portrait robot que vont en tirer les enquêteurs. 4 meurtres et une tentative en 5 ans. Une certitude, les tests ADN prouvent que les 2 dernières fois c'était le même homme. Le portrait robot n'est pas diffusé. Après avoir vu des centaines de photos de suspects, des milliers même, Elisabeth la rescapée va aller plus loin. Cachée dans des voitures banalisées, elle va quadriller la Bastille avec les policiers. Un mois plus tard, le tueur se déplace plus au nord. Il va tuer Hélène, la fille d'Anne Gauthier. C'est l'appartement de ma fille, là, au-dessus de la porte. Cette femme va même refaire l'ultime parcours de sa fille. Je pense en effet qu'elle a marché cette portion-là. Alors, est-ce qu'elle avait déjà rencontré son tueur ou est-ce qu'elle l'a rencontré à la porte chez elle? Ça, on ne le sait pas. C'était une soirée entre amis. Il y avait 5 jeunes filles, toutes des collègues, et qui fêtaient le mariage de l'une d'elles le lendemain matin à 11h. Et Hélène devait être témoin à ce mariage, et ce mariage a eu lieu sans Hélène, bien sûr, et on n'a pas dit à la jeune femme ce qui s'était passé. On lui a dit qu'après. Madame Gauthier reviendra souvent rue du Faubourg Saint-Martin, là où quelque temps sa fille avait habité avec un ami. La mère d'Hélène, après cette terrible nuit du 8 juillet 95, voudra comprendre. Elle fera le tour des commerçants, leur présentant le portrait robot réalisé par Elisabeth un mois avant. Elle s'étonnera que les enquêteurs n'en aient pas fait autant. Anne Gauthier essaiera de refaire une partie de l'enquête, jusque devant cette porte qu'elle touche, presque comme une relique à chaque fois qu'elle y vient. Voilà, c'est ici. Donc ma fille était là, et le jeune homme était là. Le concierge, le voyait d'ici. Je les ai vus parler tous les deux, rentrer tous les deux. J'ai rien vu d'agressivité ni de rien. Si j'aurais vu quelque chose, quoi que ce soit, que je voyais qu'il avait quelque chose pointu dans le dos ou quelque chose comme ça, j'aurais appelé la police. Hein. J'ai regardé, ils sont montés, j'ai vu que la lumière était allumée et je me suis recouchée. Hélène passe la porte avec son assassin. Elle semblait donc sereine. A-t-il raconté une histoire? Cachait-il son couteau? La menace-t-il seulement dans l'escalier? Derrière la porte du premier va mourir une autre jolie jeune femme. Chez lui, le propriétaire se souvient bien de l'ancien petit ami d'Hélène qui passait encore de temps à autre, comme ce matin-là. C'est l'ami d'Hélène là qui est monté dans l'appartement et puis qu'il l'a trouvée étendue, pleine de sang. Il a cru qu'elle avait eu une hémorragie. Hélène, une chic jeune fille sans histoire. On l'a connue pleine de vie, cette fille, toute souriante. Pour moi, c'est pas la fin, ça ne sera jamais la fin. Vous voyez, ces mains, elles ont sorti ma fille. Ma fille était ma 4e fille. Sa naissance a été un des plus beaux jours de ma vie et ses mains ont sorti mon bébé de moi. Ces mains ont donné la vie à une fille qui était une fille formidable, qui avait beaucoup à faire dans la société. Et cet homme, avec ses mains, il a pris cette vie. Et ce qui me tient éveillée la nuit, c'est que je voudrais lui tenir les mains. Nous sommes au début et à la fin d'une vie, de la vie de ma fille, et je voudrais lui tenir les mains. Madame Gauthier harcèlera les policiers. La PJ essaiera de la rassurer. Le tueur est peut-être parti, mort ou en prison. Ce qui est désormais acquis,
c'est que l'assassin de sa fille vient de frapper pour la 3e fois. C'était en effet le même ADN trouvé chez Elisabeth dans un mégot de cigarette et chez Agnès Nijkamp qui avait été, comme ma fille, violée et tuée. Donc dès le début d'août 1995, je savais qu'il s'agissait d'un même homme. À l'automne 1995, les policiers aussi en sont certains, un tueur en série rôde dans Paris. En septembre 1995, Guy Georges est de nouveau interpellé dans une toute autre affaire. Il vient d'agresser une jeune femme dans un parking à Paris. Il est emmené au palais de justice, les policiers lui prennent ses empreintes, il est photographié. La photo, Elisabeth ne la verra que plus tard, sans la reconnaître formellement. Mais personne ne fera de rapprochement entre le portrait robot et cette photo. Problème de ressemblance? C'est là que le plus important des rendez-vous entre Guy Georges et la police va être raté. Dans la voiture de la seconde victime, une tache de sang n'avait pas été identifiée. L'ADN sera comparé avec celui de Guy Georges. Mais les enquêteurs ne feront pas comparer son ADN avec ceux récupérés dans les autres meurtres. Deux mois après la mort de ma fille, cet homme a été arrêté encore pour agression sexuelle et on a pris pour 30 mois dans une prison de Paris. On n'a pas pu le cerner. On l'a laissé sortir au mois de juin 1997. Il y aura en effet beaucoup d'explications à donner. Septembre 1997, 3 mois plus tard, le tueur change de quartier. Magali Sirotti, chaque jour, porte un goûter à son fiancé dans son atelier moto. La mère de Magali connaît son parcours par cœur. Elle a dû arriver vers 16h30 certainement au travail de son fiancé. Et puis elle n'a pas dû rester très longtemps. C'est après 17h, je pense qu'elle était déjà repartie puisqu'elle voyait qu'il avait du travail, des choses comme ça. Et donc après, elle est rentrée chez elle. Pour Madame Sirotti, l'homme a abordé la petite dans la rue. Elle n'aurait pas ouvert sa porte. Une jeune fille de 19 ans va mourir. Sa mère lui avait téléphoné juste avant. Moi, je sais que je l'ai appelée entre 18h et 18h15. Comme là, ce soir-là, qu'elle n'a pas répondu, je lui ai dit simplement, je pense Nénette, parce que je l'appelais Nénette, c'est maman, il n'y a rien d'important, c'était simplement pour prendre de vos nouvelles et je vous fais des gros bisous à tous les deux et puis voilà, c'est tout. C'est le message qui devait y avoir sur le répondeur. Peut-être pas entendu. L'appartement restera sous scellé 6 mois avant que le père du fiancé de Magali, avec sa femme et le frère de la victime, puisse revenir dans la chambre du crime. Sur place, M. Cosra se souvient du terrible soir lorsqu'il a voulu monter jusqu'ici. Il y a une nuée de flics qui me sont tombés dessus, là. Interdiction de monter dedans. J'ai voulu forcer le barrage et je les ai vus commencer. Le premier qui était à la porte, mettre la main à son pistolet. J'ai commencé à avoir peur. Et vers minuit, ils ont embarqué notre fils. On l'a suivi jusqu'au quai des Orfèvres. Ils nous ont dit de repartir parce qu'il y en avait pour un petit moment, pas très long. Appelez-nous vers 5h du matin. 5h du matin, j'ai appelé. Il y a un qui nous a répondu en disant « Rappelez vers 11h ». Quand j'ai appelé, je suis tombé sur un policier très sympathique qui m'a dit « Votre fils, pour nous c'est l'inventeur. Rappelez-nous dans 20 ans. Pour nous c'est le seul coupable ». Alors j'ai un peu hurlé dans le téléphone. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de me dire que mon fils est un assassin? Stéphane Cosra est relâché. Son père a conservé comme une relique le rideau de la chambre de Magali. Moi, je trouve que c'est une lame de couteau qu'on a essuyée là-dessus. Elle se trouvait dans le rideau, dans ce coin-là. Ici. Cet endroit-là. Dans son appartement, Aldo Sirotti, le père de Magali, la victime, un ouvrier italien installé en France depuis des décennies, n'a qu'une chose en tête. On lui a tué sa fille. Ah, moi, je ne pardonne pas. Le curé, il a dit, oui, il faut pardonner. Non, mais ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. Est-ce qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire? Un sourire d'un fils, d'une fille, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? N'importe qui, celui qui a un fils, qui a une fille, ou pas. Bon, mais aujourd'hui, on se dispute. 1 heure après, bon, mais ça y est, c'est fini, on parle d'autre chose et tout. Bon, mais nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Une photo. Une photo, je vais lui parler à ma fille, bien sûr. Je vais lui parler, mais je parle d'une photo.
jamais pu me répondre. Jamais pu. On a une occasion, je sais pas. Que s'est-il réellement passé derrière cette fenêtre? Pour l'avocat des Sirotti, c'est le même tueur. Une fois que l'on rentre dans l'appartement, on constate que la chambre est bouleversée et que quelques objets ont disparu. Quand on regarde la position du corps, quand on voit les coups de couteau qui ont permis de la tuer, on voit que la localisation des coups est la même que pour chacune des victimes. J'ai la conviction que c'est le même homme. Novembre 97, 7e agression, 4 ont été commises par le même homme. La police met la pression sur la Bastille. La presse n'a pas encore dévoilé l'affaire. Si le tueur existe bien pour les policiers, le grand public n'en a pas encore entendu parler. Les Parisiens ne vont pas tarder à faire la connaissance de cet assassin. Le 16 novembre 1997, Estelle Magde passe une partie de la soirée du côté de la rue de Lappe. Elle connaît, elle aime bien le quartier. Après la rue de Charonne, encore quelques centaines de mètres, le tueur est-il derrière elle, dans la rue? L'a-t-il prise en filature? Ou l'attend-il derrière la porte, déjà? Le lendemain, le père d'Estelle n'arrive pas à la joindre au téléphone. Il s'inquiète et décide d'aller chez elle. C'est lui qui va découvrir le drame. Il grimpe les escaliers jusqu'au 3e et trouve le corps de sa fille. Là encore, des objets ont été volés. C'est la 8e victime de la série, elle a 25 ans. Un nouveau meurtre vient d'être commis, et une fois encore dans le quartier de la Bastille. Dans les commissariats de Paris, plus particulièrement dans celui du 11e arrondissement, c'est la course au tueur. Là, les policiers disposent d'un second portrait robot. C'est celui de gauche, et cette fois-ci, c'est celui d'un homme de couleur. La police a encore sollicité Elisabeth, la rescapée, 28 mois après son agression, avec des souvenirs qui peuvent s'avérer de plus en plus fragiles. Il y a une question de réalisation de portraits robots dans le temps aussi. Il arrive parfois que l'on fasse des portraits robots qui datent, dont l'affaire date de 1 mois, 15 jours, voire nous avons même vu des extrêmes aller à 1 an. Donc je trouve que la mémoire, dans ces cas-là, pour réaliser le portrait robot est un peu faible. Ce second portrait robot ne ressemble pas au premier. C'est pourtant celui qui va être distribué à tous les policiers de Paris et diffusé à la presse. Publier ce portrait robot après 28 mois, c'est une aberration. Et j'étais tout à fait contre. Et quand j'ai vu le portrait robot, à ce moment-là, donc lorsque j'ai protesté, je ne l'avais pas vu. Lorsque j'ai vu ce portrait robot, j'étais absolument... je n'ai pas de mots, j'étais complètement stupéfaite. Il ne s'agissait pas du tout du même homme. Cette fois-ci, les patrouilles sont de plus en plus vigilantes. La moindre ressemblance et c'est le contrôle assuré. Ouais, attends, je me rappelle. Là, au regard de la photo, ça donne pas grand-chose. Des commerçants croient avoir aperçu le tueur. Ils sont visités. On leur pose des questions. On leur montre les portraits robots. Personne ne reconnaîtra cet homme. Personne n'apportera d'éléments intéressants. Tandis que le 11e arrondissement est fouillé de fond en comble, un numéro vert est communiqué au public. 3000 appels y parviennent. Ni ces appels, ni la publication du portrait robot n'apporteront officiellement le moindre début de piste. La PJ se fait moins voyante, elle, mais elle investit elle aussi le quartier Bastille sur renseignement la plupart du temps. Un de ces renseignements va l'amener dans les centres d'accueil pour SDF. Tous les centres qui reçoivent des SDF seront visités. Une piste qui, elle aussi, va tourner court. Oui, la police est venue nous voir avec le portrait robot. Et c'est normal qu'elle essaye de rechercher un tueur. Nous avons effectivement, à ce moment-là, répondu normalement. On a répondu normalement. En fait, un suspect est bien passé là, mais plusieurs mois auparavant. Et tandis que les gardiens de la paix continuent à chercher dans Paris, à la Bastille plus qu'ailleurs, un laboratoire appelle le juge d'instruction. On vient de mettre un nom sur les tests ADN, celui de Guy Georges. Un mandat d'arrêt est lancé contre cet homme. En quelques heures, 3500 photos vont être tirées et distribuées aux policiers. Il y avait des photos qui existaient dans nos fichiers. Tu peux passer le négatoscope. Et donc, à partir de ces photos et puis du portrait robot, eh bien, il a été identifié par les différents témoignages qu'on avait. Et puis, on nous a demandé de tirer les photos, un maximum de photos pour une diffusion sur 2 jours, ce qui a fait à peu près environ 5000 photos qui ont été diffusées dans tous les services de police.
Cette photo de Guy Georges a été prise 2 mois plus tôt, en janvier de cette année. Il avait été arrêté pour vol de cyclomoteur. Il est méconnaissable, impossible de comparer cette photo aux 2 portraits robots. La puissante machine de la police judiciaire entre en action. Du 36 quai des Orfèvres, les policiers partent pour des points connus d'eux. Il y en a 11 au total. 11 endroits où Guy Georges a ses habitudes. 11 endroits où Guy Georges peut apparaître à n'importe quel moment. Parmi ces planques de la police, le quartier de la Place Blanche, le restaurant de l'un de ses frères, l'hôtel Savoie où il est revenu souvent. À la Bastille et ailleurs, des sous-marins, ces voitures de surveillance qui ressemblent à n'importe quelle fourgonnette, sont installées en planque. Au quai des Orfèvres, la nuit s'annonce longue. Il faudra des centaines de policiers si la traque se prolonge. 48 heures après son identification, Guy Georges monte les escaliers du métro Blanche. Il se déplace souvent en métro. D'ailleurs, à proximité de chaque crime, il y avait une station. Les inspecteurs croient bien le reconnaître. Ils le suivent jusqu'à l'entrée d'un magasin. Il y avait 2 policiers qui sont rentrés. Ils ont demandé son prénom. Et tout d'un coup, il s'est retourné, il a dit oui. Alors ils ont tombé sur lui. Guy Georges a été interpellé au cœur de Paris. En fait, il ne s'en était jamais éloigné, sinon pendant ses périodes d'incarcération. Celui qu'on soupçonne d'être le tueur de l'Est parisien va se retrouver devant le juge Gilbert Thiel. « J'ai déjà payé », dit-il au magistrat. « Je viens pour le solde », lui répond le juge d'instruction. Guy Georges, 35 ans, sans domicile fixe et sans emploi, est un récidiviste. Dans sa petite maison près de Mâcon, Madame Gauthier ose à peine croire que le calvaire est terminé, que celui qui est accusé du meurtre de sa fille vient d'être arrêté. Il y a eu assez de morts et assez de souffrances et c'est bien. Maintenant, on va le juger et nous autres, les familles, on va pouvoir commencer vraiment notre deuil. En Anjou, celle qu'on surnomme Maman Jeanne, la gardienne de la DAS qui a recueilli Guy Georges, se souvient de lui. La gentillesse qu'il était. Il avait tout pour être adopté, cet enfant. Il était très gentil. C'est un enfant, un beau gamin. C'était un beau gamin. C'est impensable. Ça nous fusille de voir ça. C'est un bon petit gamin jusqu'à 16 ans. Moi, j'avais cet instinct qu'il avait tué. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a jamais quitté depuis là-bas. Là-bas, c'est en 1984. 10 ans de réclusion criminelle pour un viol dans un parking. Guy, c'est le seul échec de Jeanne. Mais sur la fin, elle l'avait rendu à la DAS. Il avait tenté d'étrangler 2 de ses sœurs. C'est d'abord dans cette laiterie que Guy Georges a vécu, au premier étage, avec ses frères et sœurs. Puis la famille d'accueil s'est installée là, dans cette usine de lait en poudre. L'école, c'était pas son truc à Guy. Il a même été placé dans le privé. Plus tard, plus vieux, après des petits vols, des petites agressions à Angers, il se retrouve dans un centre. À l'atelier, il apprendra le carrelage. À Auvers, Jeanne comprend très bien qu'il n'ait pas toujours eu besoin de menacer ses victimes. Pour elle, il a même pu les charmer. Elles se sont fait avoir par sa gentillesse et sa gentillesse. Elles se sont fait avoir et n'importe qui se serait fait avoir avec lui. C'est mon gamin, mais que si c'était moi, il ne serait pas longtemps vivant. Les parents de Magali Sirotti, eux, ne pensent qu'à une seule chose, voir juger Guy Georges, qui a avoué le meurtre de leur fille. J'espère qu'on ne nous interdira pas d'assister au procès, je pense pas. Mais pour moi, je pourrais croire que c'est lui qui sera la tête. Surtout pour voir l'avocat qui va le défendre. Vous savez, ça sera peut-être dur, mais je vous dis pas, ça, je veux le voir en face. Ah oui. Mais ça, moi je serai là, présente tout le temps. Ça, Ah oui, oui. Qui t'a demandé un congé spécial et tout, mais ça, j'y serai tous les jours. Anne Gauthier, pour sa part, se pose beaucoup de questions. Sur la personnalité de Guy Georges d'abord, sur les crimes ensuite. Pour sa fille, l'ADN accuse. Mais combien d'assassinats peut-on lui reprocher? Ne faut-il pas rechercher un deuxième, voire un troisième tueur?
Quoi qu'il en soit, elle qui s'occupe d'enfants difficiles ne veut pas se laisser emporter par la passion, même si elle attendra elle aussi le procès avec intérêt. Maintenant, c'est quelque chose qui ne nous appartient plus. Il faut laisser la justice faire son travail sereinement.